Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première table ronde des salons CPEM. Table ronde voilà, qu'on organise cette année donc, sur le CPEM d'Angers, mais d'autres tables rondes viendront pour les éditions suivantes à partir de 2022. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie du futur, bien sûr, d'industrie 4.0 comme on dit aujourd'hui, puisque la terminologie a évolué. Industrie 4.0, un concept malgré tout encore un peu flou. Par quel bout prendre l'industrie 4.0? C'est la question qu'on a choisi de poser à 4 intervenants aujourd'hui, donc que je vais vous présenter, et surtout qui vont nous détailler sur leur réalisation concrète. Voilà, réalisation concrète. Passer de ce concept d'industrie 4.0 à du concret, c'est là tout l'enjeu aujourd'hui de cette table ronde, afin de vous permettre d'obtenir voilà, des bonnes pratiques, surtout des retours d'expérience, voir ce qui marche pas également. Donc, pour nous parler de tout ça, j'accueille déjà, pour commencer, donc Marie Herbert. Marie Herbert, dont vous êtes directrice de production et de méthode de fabrication chez Sodistra, une entreprise voilà, régionale, enfin en tout cas qui se trouve dans la région. Également Charles Lafay. Charles Lafay, vous êtes directeur général adjoint du réseau WeNetwork, réseau dont vous allez nous parler, qui fait parler aussi beaucoup de lui en ce moment, notamment sur le forum de l'électronique, mais également dans le cadre de la semaine du numérique à Angers. Ensuite, donc, Dominique Maisonneuve. Dominique, vous êtes responsable de Smart Industries de l'activité électronique chez Lacroix Group. Et enfin, Édouard Rousseau. Alors, ancien ingénieur R&D, pardon, et qui est passé donc spécialiste de la data, c'est ça, responsable data, pardon, depuis le mois de juillet, donc chez le groupe DAER. Et la partie aviation, enfin aéronautique. Tout le groupe DAER, ben voilà. Bon. En tout cas, je vais vous laisser, ça va être beaucoup plus précis, je vais vous laisser vous présenter chacun. Je vous laisse commencer, Marie. Bonjour, donc moi je travaille chez Sodistra, donc comme l'a mentionné Olivier, responsable méthode planification de production, et je suis arrivée dans l'entreprise en 2015 en tant que chef de projet usine 2.0 et du coup pour mettre en place l'industrie 4.0 dans la nouvelle usine. Alors, Sodistra, allez-y, oui, sur voilà. Sodistra. Qu'est-ce qu'on fait chez Sodistra? Donc on fait des centrales de traitement d'air et des gaines de ventilation en matériaux polyester composite. Donc c'est un marché un peu de niche. Voilà. D'accord. Et j'avais une question justement après, avant que vous passiez la parole aux autres intervenants. Que représente l'industrie 4.0 pour vous? Et notamment chez Sodistra? Ouais. Alors pour moi et Sodistra, du coup, l'industrie 4.0, c'est digitaliser, numériser l'industrie. Et pour savoir en fait en permanence là où on est, là où on veut aller, et du coup par où, comment trouver le chemin par où aller. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Dominique, je vais vous présenter. Et même question, que représente l'industrie 4.0 selon vous? Alors je vais commencer par me présenter. Bonjour à tous, Dominique Maisonneuve, je travaille pour le groupe Lacroix, qui est une ETI familiale basée à Nantes. On a 3 activités, une qui est relative à la gestion de la cité d'une manière générale, avec Lacroix City, Lacroix Environnement qui se charge de maîtriser les réseaux d'énergie et réseaux d'eau. Et puis enfin, une activité électronique qui est une activité de sous-traitance qui adresse plusieurs secteurs d'activité comme l'aéronautique, la défense, la domotique, l'automobile, etc. Et donc à l'intérieur de ça, on a 4 usines, une en Pologne, une en France et Allemagne et Tunisie. Et on a déployé en 2016 un programme Smart Industry pour lequel j'ai pris la responsabilité. Ma mission, c'est principalement, dans un premier temps, d'établir la vision et puis de la rendre cohérente par rapport au plan stratégique de l'entreprise. Et puis, progressivement, de la décliner en projet opérationnel. Donc, année après année, ça repose principalement sur 2 piliers. Un pilier de digitalisation, comme vous, et un pilier d'automatisation. Donc, pour moi, au tout départ de l'industrie 4.0, le concept, c'était d'abord une opportunité de mettre de faire rencontrer finalement des technologies émergentes, ou en tout cas qui étaient massivement présentes dans notre vie privée,
et de les mettre en relation avec des problématiques industrielles. Et tout ça dans un objectif finalement assez classique, performance industrielle, fournir des nouveaux services auprès de nos clients et puis apporter aussi des solutions au quotidien pour nos opérateurs et nos collaborateurs. Donc c'est à la fois quelque chose d'assez ambitieux sur la recherche de technologie, mais aussi quelque chose de finalement d'assez classique de recherche de performance industrielle. D'accord, c'est très clair. Édouard Rousseau, même question du Oui. côté de chez DR. Donc DR, donc groupe familial, avionneur, industriel et prestataire de services industriels, voilà, de rang 1 pour les avionneurs principalement et pour l'industrie de biens de consommation également. Donc moi je suis rentré chez DR il y a 10 ans et depuis 2015 donc en R&D. Et le 4.0 est apparu en même temps que cette prise de fonction, donc 2 roadmaps avec une collègue, donc service 4.0 et industrie 4.0. Et côté industrie 4.0, ça a pris son envol en 2017 avec le montage d'un gros projet soutenu par la région Pays de la Loire qui s'appelle Odyssea et qui visait à faire de l'usine de Nantes. Dans l'usine de Nantes, une ligne pilote 4.0 connectée, lancée en 2018, donc avec du déploiement de MES, de connectivité machine, de tracking, etc. Et donc c'est un beau projet, une belle aventure qui va se pérenniser et qui aujourd'hui fait tache d'huile et qui entraîne un déploiement massif des technologies 4.0 dans le groupe. Donc ligne de production que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a 2 ans. Et qui a fait l'objet d'un reportage dans la revue Production Maintenance. Voilà, c'est dit. Charles Lafay pour terminer. Alors, je vais vous demander également de vous présenter, mais également sur la même question. Là, comme vous accompagnez des PME, c'est plutôt voilà, comment est-ce qu'elles voient, est-ce qu'elles perçoivent l'industrie 4.0. Je vous laisse vous présenter tout d'abord. Merci. Donc Charles Lafay, WeNetwork. Alors WeNetwork, on existe depuis 2014, on est 20 collaborateurs et au départ on rassemble des adhérents, on a aujourd'hui 180 adhérents chez WeNetwork qui traitent de l'électronique et de l'usage de l'électronique comme une vraie force de différenciation dans les produits, dans la production. Et on a développé des services de conseil, de formation et de prototypage électronique pour accompagner cette fameuse transformation digitale de l'industrie. Donc aujourd'hui, les clients nous utilisent comme très en avance de phase sur une problématique donnée d'aller chercher de la valeur avec l'électronique. Ils nous utilisent comme une sorte de tiers de confiance pour les rassurer, pour aller vers ces technologies qui en général sont très très loin de leur base. Quand on vient de la mécanique, qu'on fait des portes et des fenêtres et que demain on se dit tiens, si je veux faire une porte connectée, il va falloir que j'utilise de l'électronique, bah, c'est tout un champ de compétences que je n'ai pas. Comment est-ce que je peux m'adjoindre la force d'un réseau et aussi de sachant pour aller pas à pas structurer ma démarche de captation de la valeur avec de l'électronique. Et sur la question de l'industrie 4.0, en fait, nous, WeNetwork, on a la conviction que la transformation digitale, c'est l'avenir de l'industrie. Parce que autour de nous, les clients qui viennent nous voir nous disent je sais que si je continue à faire des produits tels que je les fais aujourd'hui, avec le même niveau de valeur ajoutée, avec la même fonctionnalité, je vais perdre des marchés parce qu'il y en a qui vont faire mieux. Donc une partie de l'innovation, elle est captée par l'adjonction de services qui sont portés par l'électronique. Donc très vite, on voit bien que c'est une nécessité pour toutes les PME qu'on rencontre d'aller capter plus de valeur avec ces services électroniques qui vont aller chercher auprès d'un Lacroix, d'un Tronico, les gens de la région, mais aussi au-delà. Et puis, la deuxième transformation qu'on voit aussi chez les PME qu'on accompagne, c'est l'outil industriel. Lui aussi, il faut qu'il soit piloté différemment, il faut qu'on puisse faire des choses à distance, il faut qu'on puisse faire de la maintenance prédictive, mais avec quelles données, etc. Là aussi, on sent bien que l'électronique va jouer son rôle pour aller amener toute cette information et derrière toute cette compétitivité, puisqu'on va chercher des gains de productivité derrière. Et vous avez le sentiment que les PME, aujourd'hui, la vision de l'industrie 4.0, elles sont persuadées, elles sont toutes convaincues que c'est quelque chose, une étape par laquelle elles doivent passer de manière incontournable, ou il y a encore des réticences? Alors il y a bien sûr des résistances au changement. Nous, on perçoit beaucoup de renouvellement des directions des PME. Il y a quand même un phénomène générationnel qui fait qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont repreneurs d'entreprises existantes, voilà. Mais pas que. Donc il y a un phénomène de prise de conscience, parce que les gens changent, que l'industrie 4.0, c'est une nécessité.
Et puis après, il y a le phénomène de concurrence. C'est-à-dire que moi, je suis sur un marché, je vois bien que mes petits concurrents, ils sont déjà en train de réfléchir sur cette industrie connectée et comment je vais faire moi en tant que PME pour y aller. Donc, au-delà de l'envie, c'est presque un moment où on est à faire nécessité d'aller vers la transformation de l'industrie. D'accord. Marie, chez Sodistra, justement, ce concept dont on parle, hein, qui était encore un peu flou, qu'on appelait d'ailleurs usine du futur, puis industrie du futur, puis industrie 4.0. Voilà, comment chez Sodistra cette idée-là est-elle évoluée, notamment aux yeux des salariés? Alors, en 2013, du coup, Anne et Erwan Kouatanéan ont racheté l'entreprise. Et du coup, Erwan, qui venait de grands groupes, avait déjà cette volonté de mettre en place l'industrie 4.0 dans l'entreprise. Parce qu'il avait déjà connu et mis en place des pratiques dans les grands groupes. Et du coup, en 2014, ils ont été contraints par la réglementation de faire une nouvelle usine, donc dans laquelle on est rentré en 2016. Et dans cette nouvelle usine, du coup, ça a été l'occasion de mettre à plat l'intégralité des processus industriels, de revoir les flux, et avec l'objectif, plutôt un leitmotiv qui était maîtrisé hier, aujourd'hui et demain, donc on l'appelle MAD, qui est de comment utiliser les connaissances, l'expérience des anciens pour mettre au profit pour le futur. Et du coup, cette nouvelle usine, ça a été l'opportunité d'appliquer les méthodes du coup, de l'industrie 4.0. Et du coup, à la vue des salariés, donc pour prévenir de la peur du changement, parce qu'il y avait de nouveaux dirigeants, nouvelle usine sur quelques années, sur des années restreintes, il y a eu beaucoup d'échanges, d'explications de la part des dirigeants, des cadres aussi, et auprès des collaborateurs, un accompagnement humain et une assurance de mieux avec cette nouvelle usine. Et le choix a été fait aussi de la construire à 800 mètres de l'ancien site, donc il n'y avait pas de délocalisation, ce qui pouvait rassurer les salariés, notamment de l'atelier, puisqu'on a un atelier de production d'environ 25 personnes sur le site. D'accord. Donc effectivement, une application de tous, hein, c'est notamment une impulsion aussi qui vient de la direction, puisque la direction était, c'est votre directeur, donc qui venait effectivement de sociétés auparavant déjà rompues à l'industrie 4.0, donc voilà, qui a pu impulser la dynamique. C'est ça, voilà. On reviendra après sur la partie managériale aussi, hein, comment on apporte le changement, surtout dans ces technologies qui peuvent effectivement effrayer, et aussi le changement de la manière de travailler qui change du tout au tout, ça effraie tout le monde, enfin presque en tout cas j'imagine. Dominique, du coup, chez Lacroix, comment a été perçue justement, comment a évolué cette idée d'industrie 4.0? Est-ce qu'on parle déjà d'industrie 4.0 ou est-ce qu'on parle plutôt de digitalisation, voilà, est-ce qu'on emploie les mêmes termes? Alors, nous, on a finalement la chance d'avoir un petit peu de recul, puisque l'histoire, l'année zéro, c'est 2016. Fin 2016, effectivement, une impulsion de la direction qui souhaite et qui a obtenu la labellisation vitrine industrie du futur, et plus finalement sur un projet, un concept, une envie, que sur des réalisations. Donc 2016, c'est l'année zéro, mais ça a définitivement marqué notre volonté de nous engager dans cette direction-là, à la fois pour nous en interne, intramuros, mais aussi parce que on fabrique de l'électronique et que le numérique, la digitalisation, c'est avant tout capter de l'information par l'IoT industriel, et c'est aussi un projet d'entreprise comme relais de croissance. Donc ça, cet aspect-là, 2016, nous a permis finalement d'avoir un symbole, une emblème, et pour commencer à introduire à travailler sur des POC, les nouvelles technologies, réalité augmentée, les cobots, etc., pour embarquer les gens, parce que c'était quand même effectivement un concept assez flou. On a fait pas mal de tech day, de benchmarking, mais sur des choses très très concrètes. Et puis ensuite, on a travaillé sur deux niveaux, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on a de l'ambition, donc il faut préparer les choses de manière très très structurée, avec des architectures IT, avec des projets très ambitieux. Mais aussi, on a développé des projets qu'on appelle Quick Win, avec la volonté finalement de rendre très concrète l'industrie du futur dès le départ. Alors c'est des choses assez simples, hein. Ce sont des AGV, ce sont des cobots qu'on essaye sur une première application, puis une deuxième. Ce sont des imprimantes 3D. Donc tous ces éléments-là ne vont pas radicalement changer la physionomie de l'entreprise, mais ce sont des éléments concrets qui permettent
qui permettent d'introduire les premières technologies industrie du futur. Donc c'est comme ça, finalement, sur ces deux pieds, un peu à un grand écart finalement, à la fois quelque chose de très visionnaire et ambitieux, mais aussi à la fois des choses très basiques qu'on intègre dans les ateliers. D'accord, très bien. Est-ce que c'est la même démarche chez DR? Eh ben, je me retrouve complètement dans la démarche. On marche sur ces mêmes deux pieds, à la fois sur la construction d'une colonne vertébrale qui est plutôt portée par la R&D. Donc dans le projet Odyssea, c'est ce qu'on a construit, partir sur des états de l'art, comprendre quelles sont les technologies, construire cette continuité numérique qui va du design de la pièce jusqu'au poste de travail. Voilà. Donc ça c'est plutôt du travail long cours, aller sur la connectivité de la machine. Puis on travaille avec un autre pied qui est chez nous le DR Lab, qui permet de faire ses quick wins sur des POC, Proof of Concept, d'aller tester des solutions cobotiques, connectées, IoT, voilà. Donc d'aller sur du court terme. Alors des fois on est un peu antinomique, on met la charrue avant les bœufs, on avance comme on peut, mais en tout cas on conduit ce changement-là. Dans Odyssea, un des grands pas en avant, ça a été d'embarquer dans un même projet l'informatique, l'usine, la R&D, les services développement qui doivent tous travailler ensemble, qui le font habituellement, mais plutôt en client-fournisseur. Là, de travailler tous ensemble dans un même projet transformant, réellement transformant, au cœur de l'usine. Voilà. Et ça, c'était un des points marquants en fait, de ce projet-là qui a créé cette dynamique. Aujourd'hui, ça a été une équipe derrière d'une vingtaine de personnes, tous services confondus. Au final, je ne faisais plus que le chef d'orchestre, donc avec différents responsables de sous-projets à l'intérieur de ce projet Odyssea. Voilà. Effectivement, donc de grands projets. Alors des projets, évidemment, on arrive à un moment donné à des réalisations concrètes, vous l'avez dit. On va aller un peu plus loin sur ces réalisations. Avant de parler d'exemples de PME chez WeNetwork que vous avez pu accompagner, peut-être revenir chez Sodistra. Je crois qu'il y a pas mal de réalisations qui ont été faites chez vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux réalisations assez concrètes qui fonctionnent, notamment d'Industrie 4.0? Ok. Du coup, je vous avais parlé de la nouvelle usine. Donc cette usine-là, ça a vraiment été un tremplin. Il y a eu des nouveaux flux physiques déjà. La première étape, c'était de mettre en place des nouveaux flux physiques dans l'atelier. Et le début aussi de la mise en place de la polyvalence, qui est un point important dont on parlera plus tard. On a mis aussi dans cette usine-là, il y a plein de capteurs dans l'usine qui permettent de déclencher par exemple la ventilation. Il y a une gestion technique centralisée donc, qui permet de monitorer tout le système d'énergie des consommateurs de l'usine, comme le chauffage, la climatisation, les étuves, choses comme ça, les ventilations. Ensuite, en 2018, a été mis en place un ERP qui n'existait pas auparavant dans l'entreprise. Donc ça a permis de structurer les flux, en fait, malgré tout. Les réorganiser et de les digitaliser aussi, les flux physiques qu'on a mis dans l'atelier et suivre le quotidien grâce à cet ERP. Puis est venu le projet aussi en 2019 de Kiprod, c'est une start-up de JPB System et ça c'est toujours un projet qui est en cours. Oui, c'est une sorte, si je ne m'abuse, de MES, c'est ça, un outil MES qu'ils ont développé eux-mêmes. En interne, voilà, et dont on va se servir prochainement. Cette année aussi, il y a eu l'intégration de l'application Enerfox, donc je crois qu'on entend parler dans ce salon-là, qui permet de piloter, analyser les énergies, donc comme le gaz, l'électricité, et bientôt on va intégrer l'air comprimé dedans. Voilà. Et aussi en 2021, il y a eu donc l'usine est de 2016, on a fait une extension là en 2021 et dessus, grâce à du coup l'analyse de toutes ces énergies, on a pu mettre sur le toit des panneaux solaires. D'accord. Voilà. Donc on voit des projets qui finalement appartiennent à un ensemble très global, touchant aux économies d'énergie, touchant à la performance de la production, touchant, j'imagine aussi aux conditions de travail, à la sécurité notamment, au confort de travail. Donc c'est vraiment on voit bien que l'industrie 4.0 est un sujet très global. Sur des nouvelles usines, je crois, donc Lacroix, il y a une grande actualité, un nouveau site qui va ouvrir, c'est bien ça?
pouvez Oui, nous en je parler un confirme. petit peu? Donc effectivement, tout à l'heure, je disais donc 2016, année zéro, on est labellisé sur un principe, un concept. Et puis, on a essayé des choses, comme vous. Et puis, à un moment donné, il y a un projet qui a cristallisé, qui a concentré tout ça. C'est le projet Symbiose, un projet de nouvelle usine qui va être réalisé à Beaupréau dans le 49, donc pas loin d'ici, et qui va être effectif. En tout cas, on va en prendre possession au printemps de l'année prochaine. Donc ça, effectivement, ça a permis là aussi de rassembler les énergies donc, vers un objectif commun. C'est extrêmement ambitieux et on est très fiers de ça. À l'intérieur de cette usine-là, donc il y a plein de projets qu'on a engagés de manière très opérationnelle, notamment avec la collaboration de WeNetwork, donc des projets d'AGV, des projets de cobotisation, notamment de cobotisation de vissage. Et puis, mais il y en a un finalement que sur lequel je peux m'étendre un peu plus, c'est le projet Real-Time Monitoring. Un petit peu comme vous, ce qu'on a essayé de faire, c'est la continuité de l'information, de la chaîne d'information, de la machine, jusqu'à sa distribution vers différentes personnes. C'est une chaîne assez complexe. Hein. On part de différentes machines qui ont des générations différentes. Ce sont même des marques différentes. Ensuite, on déverse l'information dans un bus d'entreprise pour être capable de gérer massivement cette information-là. Puis ensuite, on va l'injecter dans une application sous ThinkWorks qui nous permet ensuite de restituer l'information en temps réel et de fournir aux opérateurs, aux régleurs, aux gens de la maintenance et des informations sur la performance de la machine instant T. Alors, l'instant T, c'est rafraîchissement 15 secondes, 30 secondes. Et donc, on a des informations sur le TRS, sur le first pass yield, sur les rejets composants. Et donc ça, c'est intéressant, parce que plutôt que de faire du post-mortem 24 heures ou une semaine après, on fournit l'information qui permet d'intervenir tout de suite au moment où une dérive apparaît. Et puis on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que l'information qui est fournie en temps réel en bord de ligne, ensuite on la retravaille. Par l'intermédiaire de Cube BI, et puis ensuite on la restitue au travers de Power BI vers des équipes techniques qui sont chargées de faire des animations à intervalles courts ou d'analyser les performances à moyen long terme des machines. Donc ce projet Real-Time Monitoring, c'est assez emblématique de l'industrie du futur. On part de la machine et on garantit la continuité de l'information jusqu'à sa distribution à tous les niveaux du management, du régleur jusqu'au responsable de l'entreprise. D'accord. Si j'en viens derrière, justement, sur des projets assez similaires, mais évidemment dans des contextes industriels et un environnement industriel complètement différent. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On est globalement dans la même philosophie, après pas forcément avec les mêmes technologies, mais on se retrouve complètement là-dedans. C'est-à-dire que la première étape, ça a été de construire cette connectivité de machines, pareil, générations différentes, avec des automates différents, de marques différentes, avec des datas qui sont des fois structurées de façon pas très lisible au niveau des automates, et il a fallu travailler là-dessus. Donc ça a été de trouver les bonnes technologies. Donc on a travaillé sur l'état de l'art et on a voulu se baser sur une technologie qui est l'OPC UA, voilà, qui nous permet d'unifier la façon de remonter les informations depuis le terrain vers le MES, vers le cloud. Donc on a connecté nos machines, on a testé différentes gateways, on est parti au final sur des technologies Schneider pour connecter nos automates. Ensuite, on a un flux en Y qui part d'un côté vers le MES, donc MES, Manufacturing Execution System, qui est l'interface au poste pour l'opérateur, pour avoir les informations de gamme, de production, ne plus avoir à faire des saisies ERP complexes, ne plus avoir à aller chercher des gammes dans des systèmes de données compliqués, mais d'avoir uniquement les informations dont il a besoin pour travailler correctement. Et puis de l'autre côté, un Y, comme je disais, pour remonter des informations vers un data lake en cloud, et aussi déverser des informations issues du MES. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des informations machines et des informations du MES qui remontent vers ce système. Et donc aujourd'hui, je suis responsable du service data, et en particulier des interfaces Power BI. Exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc essayer de mettre en place à la fois des systèmes d'analyse sur le long terme, donc historiser, et en même temps faire du monitoring live sur des indicateurs de performance plus haut niveau pour des niveaux décisionnels. Voilà. Après, au niveau du terrain, on a aussi avancé en parallèle sur des technologies plus opérationnelles pour aller capter plus de données. Donc en particulier des technologies laser, on allait chercher des technologies type Créaform
pour aller scanner les environnements de travail, pour comprendre quelles sont les déformations qui peuvent intervenir au poste, travailler sur ces datas-là, comprendre ce qui se passe pour pouvoir intervenir plus rapidement, et aussi des technologies thermiques pour arriver à comprendre ce qui se passe au niveau des matériaux. Et aussi analyser la consommation machine et arriver à réduire les cycles de consommation machine. On a énormément de fours, donc faire des gains aussi environnementaux et de consommation énergie. Dans la consommation des machines qui représente je crois, alors c'est entre 70 et 70% de la consommation d'une usine. C'est assez énorme, et aussi tout ce qui est système de refroidissement, voilà, tout ce qui va être salle blanche aussi. Et donc, voilà, ce sont des postes de consommation importants. Oui. Tout à fait. Charles, du coup, alors, avant de prendre l'exemple d'un ou deux exemples de réalisation concrète, peut-être nous rappeler combien d'entreprises vous accompagnez dans leur transformation et combien de projets aboutissent. Il me semble que vous êtes près du 100% de réussite. Effectivement, alors le taux de réussite, il ne nous appartient pas. Nous, on tient la main à ces PME qui veulent aller vers la transformation digitale. Donc c'est elles qui vraiment exécutent les conseils qu'on peut leur donner. On gère à peu près entre 40 et 50 projets par an sur les Pays de la Loire et bien au-delà. Et pour rentrer dans le concret d'un projet qu'on a pu accompagner, en fait, on est assez loin des exemples qui sont donnés là, parce qu'en fait, nos clients sont des PME. Et là, c'est vrai qu'autour de la table, on a quand même Sodistra, Daher, Lacroix, qui sont des entreprises qui ont des capacités de financement qui ne sont pas celles de nos PME, 30 et 250 personnes. Donc, peut-être l'accompagnement qu'on fait chez elles pour parler d'industrie 4.0, c'est de passer de 1.0 à 2.0. Donc, ça peut paraître loin de... ça marche plus. On va peut-être changer de... Ça peut paraître loin des préoccupations 4.0, mais il est évident que si on veut aller vraiment vers la transformation digitale de l'industrie, il faut commencer par réfléchir à son système d'information. Peut-être que, en tout cas, pas mal de nos clients qui sont en face de nous n'ont pas la vraie conscience de ce que c'est qu'un système d'info, connecté au bureau d'études, à la production, etc. Les gens se parlent avec du papier encore, hein. Et puis, le deuxième axe sur lequel on intervient aussi, c'est la partie organisation des flux. Standardiser les choses, faire en sorte qu'on ait une lisibilité du flux entrant-sortant pour tout le monde. Donc finalement, avant de faire du 4.0, on fait aussi pas mal de 2 voire 3.0. Alors si on parle maintenant d'exemples de réalisation concrète, vous en avez évidemment des dizaines et des dizaines, mais si on peut en prendre un notamment sur une petite entreprise, tant qu'à faire. Voilà. Eh bien oui, écoutez... justement, une entreprise qu'on a vue il y a 3 ans, avec laquelle on a travaillé, qui est basée à côté de La Roche-sur-Yon. Ils sont dans le bois, ils font des poutres en bois, ils s'appellent France Poutre. Typiquement, ils font des IPN en bois, des charpentes, etc. Donc, qui sont destinés à l'habitat et à l'industrie. Et donc, arrivé d'un nouveau dirigeant qui reprend l'entreprise en main et qui se pose la question, comment est-ce que je vais vers le 4.0 ? Et les premiers rapports qu'on lui a fait, c'était justement de se poser la question de savoir, est-ce que avant d'aller vers le 4.0, est-ce qu'il ne faut pas faire un temps de prise de conscience des limites de l'outil industriel qui est le sien aujourd'hui, et commencer à faire de l'optimisation classique avec du lean manufacturing, avec tous les outils classiques qu'on peut mettre à bon escient, mais dans une vraie dynamique de projection sur 4 ou 5 ans pour mettre en place de la connectivité, du capteur et peut-être demain un MES. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a 3 ans, on a démarré cet accompagnement de premier niveau avec France Poutre. Et il y a quelques semaines, on s'est revus, donc 3 ans après, et il nous a dit c'est étonnant parce que en fait, ce qu'on avait imaginé ensemble, qui me paraissait complètement lunaire et décorrélé, c'est-à-dire une capacité de ce projet dans les 6 prochaines années, on y est, on est au timing. On a fait ce qu'on voulait faire sur les 3 premières années. On a commencé d'ailleurs à avoir du retour sur investissement, hein, typiquement, sur des postes qui sont mieux aménagés, où on commence à parler un petit peu de connectivité. On a, au lieu d'avoir mis 2 opérateurs de plus pour absorber de la production, on a optimisé, on a gardé les 2 opérateurs, et les 2 autres opérateurs
qui auraient pu être recrutés, ils sont partis sur une autre opération à plus forte valeur ajoutée. Et là, on continue à capitaliser avec de la compétence qui reste et puis qui est au bon endroit au bon moment. D'accord, très bien. C'est un beau projet en tout cas, et donc il s'adresse à tout le monde, mais à condition effectivement de rester réaliste. C'est ce que vous êtes un petit peu en train de nous dire, réaliste par pragmatique. rapport. Oui. Tout le monde ne peut pas passer comme ça en claquant des doigts au 4.0. Il y a un certain nombre de standardisations qu'il faut mettre en place, parce que sinon en fait, on a un phénomène de déception qui est très fort. Tout le monde a envie de faire du 4.0 parce que tout le monde nous vend le 4.0 comme étant l'Eldorado et ça va régler tous les problèmes. Mais en fait, non. Les problèmes, ils sont toujours là. Si on a mal conçu ces problèmes-là, si on les a mal compris, si on ne les a pas adressés au pas à pas. Et donc nous, c'est un peu ça, notre activité, c'est de redescendre un peu les gens sur Terre en leur disant, attendons, la transformation digitale, ce n'est pas une fin en soi, c'est un chemin. Donc on va y aller étape par étape et ne brûlez pas les étapes pour atteindre l'objectif que vous avez fixé, pourquoi pas dans les 4 prochaines années. Pour poursuivre une question évidemment tristement d'actualité, on n'est pas sans savoir, il me semble qu'il y a une crise sanitaire, comme on y est toujours dedans d'ailleurs. Est-ce que le Covid, plutôt l'industrie 4.0, est-ce que vos projets à chacun, ou dans les entreprises que vous avez pu voir, Charles, est-ce que les projets de digitalisation, numérisation, etc., vous ont permis de mieux supporter la crise et, dans un second temps, de mieux rebondir, puisque le rebond a été très fort, encore faut-il suivre ces demandes qui ont explosé. Est-ce que l'industrie 4.0 vous a aidé dans la crise du Covid? Peut-être Charles, si vous avez... nous, on représente un petit peu les tendances industrielles du moment et comment les PME ont réagi grâce ou à cause du Covid. Ce qu'on a vu très fortement, c'est qu'il y a des entreprises qui ont pris conscience que ce qui était impossible était possible. Donc, typiquement, se mettre dans une position où on ne va plus travailler quand on est au bureau d'études dans l'usine, mais on reste chez soi avec son poste de travail plus ou moins aménagé et on continue à rendre un service qui est celui des études. Mais parce que celui-là, il est exécutable à distance. Ce qui n'a pas été le cas, évidemment, de la production. D'autres prises de conscience, on a vu une tendance avec le Covid autour de la cybersécurité, qui est venue impacter beaucoup la vision de ce que pouvait être cet écueil qu'est la cyber, dans les PME qui n'étaient pas conscientes du sujet jusqu'à présent, mais qui se sont dit, attention, en fait, on peut être attaqué parce que les gens n'ont pas conscience que se balader avec un ordi portable chez eux ou dans un train, ça peut être un sujet à espionnage industriel, à vol et à tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et puis derrière, quand des gens sont chez eux plutôt qu'au bureau, ils sont peut-être moins vigilants sur les sujets sur lesquels ils vont cliquer sur le web quand ils vont recevoir une pièce jointe. Donc un phénomène de crispation. Attention, le numérique, c'est quand même la porte ouverte à tous les déboires, mais aussi un phénomène de ce qui était pas possible, finalement le devient. Et c'est étonnant, comme même nous chez WeNetwork, quand on a appris qu'il fallait qu'on se mette tous confinés, du jour au lendemain, on a basculé d'un serveur qui était en local à tout au cloud, alors que ça n'avait été jamais fait jusqu'à présent. Et puis, je pense qu'il y a aussi un facteur d'accélération, de prise de conscience que le Covid était en train de changer le monde et que maintenant, il fallait vraiment faire des produits qui étaient adaptés à ce monde nouveau. Donc il y a beaucoup des PME qui, autour de nous, se sont dit mais en fait, il faut qu'on fasse des produits différents puisque le monde est vraiment en train de changer. Il va falloir qu'on change notre façon aussi de regarder nos clients et de leur proposer de la valeur avec, pourquoi pas, du service à distance, ce que peut faire maintenant tout un chacun parce qu'on est tous maintenant rompus à l'usage de la visioconférence, etc. D'accord. Chez Daher, alors évidemment, la partie aéronautique tristement pâtit du Covid. Est-ce que justement ces projets, enfin tout ce que vous avez mis en place, vous a permis au moins de limiter la casse ou même de rebondir? Alors si on part purement d'industrie 4.0, puisque tout ce que j'ai entendu c'est plutôt de la connectivité, etc. Notre DSI a été très réactive et a permis de mettre en place du télétravail de façon très dynamique. Et pareil, on a fait des choses très rapidement qui auraient
jamais été faite avant. Par contre, si on parle vraiment purement d'industrie 4.0, non. Voilà, clairement, disons que c'est des enjeux de productivité, de compétitivité qui sont derrière. Et nos concurrents, eux, continuent d'avancer sur le 4.0. L'aéronautique va rebondit déjà. Si on veut rester sur ces marchés-là, il nous faut évidemment des industries qui sont à la pointe et qui se digitalisent et qui sont plus performantes et qui sortent des pièces bonnes du premier coup. Donc le 4.0 est une nécessité, mais dans tous les cas, voilà, ce n'est pas un facteur qui nous permet de franchir la crise. Disons que c'est une nécessité pour demain mieux rebondir. D'accord. Donc plus sur le second temps, effectivement, de la crise. Marie? Je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Lefay. Parce que donc, nous, comme j'ai expliqué avant, depuis 2016 et jusqu'à 2020, du coup, il y a eu une anticipation de la digitalisation par la mise en place notamment de l'ERP. Sur le télétravail, c'était déjà une pratique dans la PME et du coup, il y a des outils informatiques qui ont été dimensionnés notamment à la bascule dans la nouvelle usine, notamment un serveur distant et une sécurité robuste. Chacun a une connexion VPN sur son poste dans tous les bureaux, le BE, les achats, la compta, tout ça. Et tout le système de l'ERP mis en place auparavant, du coup, a permis et a aidé à suivre à distance la production, puisque du jour au lendemain, en mars 2020, tout le monde est parti presque avec son ordinateur sous le bras chez lui. Et du coup, ça a laissé les bureaux chez eux en télétravail, et puis la production continuait sur place dans le but de mettre en sécurité tout le monde, mais de produire malgré tout. Voilà, et du coup, malgré tout, on revient toujours à ça, mais pendant cette période-là, il y a eu un accompagnement humain fort, puisqu'il y avait des points bi-hebdomadaires dans l'atelier, donc les dirigeants avec le chef d'atelier et tous les salariés de l'atelier, et hebdomadaires pour tous ceux qui étaient en télétravail, pour rassurer les gens et sur où on va, en fait, dans cette crise. Et je rajouterais deux choses. Erwan, donc, qui fait partie du réseau French Fab, a beaucoup échangé du coup avec ses homonymes pour savoir comment ils abordaient les choses pendant cette crise et du coup pour rebondir, prendre les bonnes décisions à chaque moment, dans le but de toujours servir les clients dans les délais. D'accord. Voilà. Ok. Et chez Lacroix alors, est-ce que... Alors, chez Lacroix, je dirais deux choses. La première, c'est pendant la crise, donc évidemment le télétravail, le fait aussi de pouvoir se connecter aux machines à distance. Donc c'est quand même important parce qu'on a pu finalement continuer à tester des choses grâce à des environnements de tests finalement. Il n'y a pas eu de rupture dans notre activité. Aussi parce qu'on avait anticipé pour d'autres raisons toutes ces connexions à distance. Et puis après, il y a l'après-crise. En fait, globalement, la crise Covid nous a juste conforté dans l'idée qu'il fallait digitaliser, enfin en tout cas continuer dans cette démarche-là. Donc nous, dans l'électronique, on est extrêmement impacté par la crise des composants. Et finalement, aujourd'hui, accélérer les flux d'informations entre nos clients et Lacroix, avoir des outils de simulation grâce à des APS, avoir la possibilité par du système EDI, Web EDI, des API, etc., tout ce qu'on est en train de mettre en place. On a beaucoup parlé de l'atelier, mais il y a aussi toute la connexion avec l'écosystème. Toute cette accélération, cette digitalisation entre les systèmes permet aussi une accélération des prises de décision et des échanges entre nos clients et nos fournisseurs. Et ça, en période de crise et de rupture composants, c'est fondamental. D'accord. Effectivement, donc une accélération, tout du moins la confirmation effectivement que digitaliser répondra aux enjeux de demain. Là-dessus, on n'a pas encore parlé de gains. C'est vrai qu'on a parlé des projets. Quels gains avez-vous tiré de ces projets? Je peux commencer par vous, Dominique. Des gains en matière de performance, de temps, de réactivité, de confort, de sécurité aussi du salarié. Alors, il est toujours plus facile de trouver des gains, en tout cas de les formaliser sur les projets d'automatisation, de robotisation que sur les projets de digitalisation. C'est quand même assez complexe parce qu'effectivement, il peut y avoir des gains nets, mais tous les gains connexes sont quand même difficiles à objectiver. Donc ça reste quand même difficile.
Et sur les gros projets de structuration, il faut quand même imaginer un temps long avant de récupérer, avoir un retour sur investissement. Ceci étant, sur Real Time Monitoring, le projet dont je parlais tout à l'heure, on a quand même des retours très concrets sur les rejets composants, environ un gain de 10%. Encore une fois, quand la machine commence à dérailler et poser des composants à côté du PCB, il est toujours plus intéressant de l'avoir l'information tout de suite que de l'avoir le lendemain pour intervenir. Donc ça, c'est assez concret. Et puis le TRS aussi, avec ce management visuel qui est mis à disposition, permet d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour garantir une meilleure performance de la machine. Et donc, sur les TRS, on a aussi des gains significatifs, là aussi qui nous confortent dans l'idée de continuer à déployer la solution. Même question, bon, on va continuer le tour. Marie, sur les gains aussi obtenus. Je ne vais pas avoir forcément de chiffres, mais les gains, donc du coup, ça a été déjà d'avoir une usine qui est Industrie 4.0 conforme à la réglementation, puisque auparavant, on n'y était pas, et sans impacter les prix aux clients et sans ressources supplémentaires. C'est déjà un gain important, et du coup, on peut dire qu'en 2021, on arrive presque au bout de ce projet d'Industrie 4.0, ou de la nouvelle usine en tout cas, autour de la nouvelle usine, avec à l'équilibre en fait. On ne va pas dire qu'il y a eu de l'argent de gagné, mais en tout cas il n'y en a pas eu de perdu. Voilà, avec en tout cas, et aujourd'hui on est en sérénité, et puis tout le monde a de l'envie et de la volonté de poursuivre. D'accord. Et chez derrière alors? Un peu comme la croix en fait, hein. C'est-à-dire que on a des gains qui sont mergés avec des gains d'amélioration continue. Avec des gains sur les process de mise au point, sur la compréhension. Enfin, on observe des gains globaux au niveau de l'usine, mais arriver à décortiquer le gain entre l'idée d'amélioration obtenue à partir d'une data, etc., c'est assez compliqué. Par contre, on a des gains de consommation d'énergie liés à la mise hors tension de certains composants, parce qu'on a observé qu'ils avaient des temps de montée qui étaient finalement très faibles, et d'autres en température très faible, et d'autres qui avaient une inertie plutôt longue. Donc on a pu optimiser ça. On a des points quand même de performance qui ont été observés. Alors, comme on a eu un gros creux de chiffre d'affaires dans la période actuelle, c'est assez compliqué de parler de gains de performance globaux, mais on sait qu'on a des gains au poste. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des opérateurs qui allaient faire un pointage sur une badgeuse, qui allaient extraire une pièce jointe pour avoir une gamme de travail, qui allaient faire une saisie sur un ERP dans des environnements compliqués. Aujourd'hui, il vient sur son poste. La gestion de son temps, la gestion de son activité est automatique. Donc en fait, il n'a plus qu'à se présenter sur son poste et à faire son travail. Pour lui, c'est un gain d'ergonomie. Il n'a plus à se soucier de ces choses-là, et puis faire ce pourquoi il était formé, c'est-à-dire la production aéronautique. Voilà. Même question pour Charles sur une entreprise globalement même. Peut-être qu'on peut reparler de l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, la Oui. France Poutre. Le gain, lui, ce qu'il nous a dit, c'est le gain de marché. Il est allé, grâce à ce nouvel outil industriel semi-connecté, puisque ce n'est pas du 4.0 encore, il est allé chercher des marchés qu'il n'aurait jamais pu prendre. Parce que son organisation maintenant est une organisation agile, c'est une organisation où les gens peuvent faire du multiposte. On voit bien qu'il y a une souplesse qui a été induite par cette transformation de son organisation de production qui lui a permis d'aller sur des marchés. Et aujourd'hui, il est ravi d'aller pouvoir un peu tailler des croupières à des plus gros que lui, mais lui arrive avec une agilité que les gros n'ont pas, et ce qui aujourd'hui lui permet de pérenniser son activité et puis de continuer à avoir une perspective de croissance à deux chiffres chaque année, malgré le prix du bois qui est en train de flamber. Voilà. Je comprends tout à fait. Et donc effectivement, on a beaucoup parlé d'agilité, s'adapter finalement à la crise, mais aussi à tout aléa de la vie économique. Là-dessus, peut-être pour terminer, ça fait l'heure tourne, mais d'autres questions viendront aussi avec le public. J'avais une question aussi. Alors, il y a des choses qui marchent, et puis évidemment, il y a des choses qui ne marchent pas. Des choses aussi dans un projet de digitalisation, de projet d'industrie 4.0 dans sa globalité. Des bonnes pratiques, mais également des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Est-ce que vous pouvez nous parler justement d'exemples de choses que vous avez mises en place qui n'ont pas forcément marché,
ou de management, une manière de faire qui n'a pas fonctionné? Alors, on a testé pas mal de choses. Il y a des technos qui clairement n'ont pas marché. Voilà. Parce qu'on avait un réseau informatique qui n'était pas à jour. On a voulu tester des systèmes de connectivité très modernes. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques de compatibilité avec nos proxys, avec nos réseaux, avec la cyber. Enfin, donc, grosso modo, la première année sur Odyssea, pendant un an, ça a été difficile de commencer à sortir quelque chose de concret. Voilà. Parce qu'il a fallu franchir toutes ces barrières, embarquer tout le monde, avec des fois des échecs aussi à arriver à embarquer les bonnes personnes au bon moment sur le projet. C'est aussi une complexité du moment, c'est d'aller trouver les bonnes compétences aux bons endroits. Donc voilà, faut arriver à convaincre sur cette fusion d'informatique et d'opération où on a besoin de profils de plus en plus hybrides. Voilà. Donc ça, c'était pas évident, puis ça s'est transformé en réussite par la suite. Des échecs, oui, on a testé des AGV, et puis finalement, on les a laissés dans un coin. On a testé de la cobotique aussi, qui a pas forcément été un succès, pas forcément été accepté, sur lequel le retour sur investissement s'est pas forcément présenté suffisamment rapidement, n'était pas suffisamment évident. Voilà. Mais c'est pas des échecs qui doivent nous arrêter. Forcément, derrière, c'est des coups de frein, c'est des frustrations qu'il faut arriver à traverser. Parce qu'on parle de gains, de grands groupes. On reste un grand groupe familial. Et puis, on parle d'un projet qui s'est construit en 2017 avec un déploiement du MES qui se généralise qu'à partir de fin 2019. Hein. Donc, après un projet pilote de quasiment 2 ans. Donc évidemment, il y a de la frustration, de l'attente. Faut arriver à embarquer les gens. Chez Sodexo, justement, quelques écueils ou des choses que vous, au sein de l'entreprise, vous avez regretté peut-être de faire, ou regretté peut-être pas, mais en tout cas que vous auriez fait différemment. Du coup, dans l'entreprise, on veut toujours aller très vite. Le projet de digitalisation Industrie 4.0, c'était à la base un projet que le dirigeant avait en tête sur peut-être 2-3 ans. Et au final, on est 5 ans après, on est toujours dedans, en train d'améliorer les choses, comme vous pouviez le dire tout à l'heure. Par contre, notamment la crise du Covid, où tout le début de la digitalisation a permis aussi de finalement prendre du recul et de maintenant savoir ce qu'on veut, en fait, déterminer le besoin réel de quelles nouvelles éventuellement applications on veut, comment on veut connecter nos produits ou le reste de l'usine. Et du coup, ça a permis vraiment de prendre de l'élan et de la hauteur. Et chez la... Je pense qu'on pourrait faire une table ronde uniquement sur les problèmes, les regrets ou les écueils. Donc pêle-mêle, je dirais qu'à chaque fois qu'on introduit un outil digital, finalement, on est en face de problèmes de master data, c'est-à-dire que les informations finalement que vous pensiez qu'elles étaient propres, fiables, disponibles, finalement elles ne le sont pas. Et finalement, l'outil digital est un révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements en interne, des dysfonctionnements qui étaient sous le tapis et puis qui sont révélés de manière un peu brutale au cours du projet. Donc les master data, des process aussi, des organisations qui sont pas très claires. Et finalement, amener un outil digital, ça, quelque part, ça rigidifie un peu le système. Et donc, ça crée des tensions, ça crée des systèmes un peu hyper statiques. Donc ça, c'est difficile de l'anticiper. Alors, moi, je pense que la bonne tactique, la bonne stratégie, c'est finalement d'en avoir conscience, d'y aller quand même, et de savoir qu'il va falloir qu'on règle ça pendant le projet. Ensuite, sur l'industrie du futur, je dirais qu'on est passé de la phase d'adolescent à une phase de jeune adulte. C'est-à-dire que 2016, 2017, 2018, on a été un peu push techno, c'est-à-dire qu'on a été voir plein de technologies qui nous étaient présentées comme étant disruptives, comme on disait à l'époque. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la blockchain, etc., etc. La plupart finalement de ces technologies de rupture sont déceptives, en tout cas sur le court terme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, de mon point de vue, elles sont poussées et amenées par des experts de cette techno et pas par des experts de notre métier. Et là, je pense que c'est en train, gentiment ou tout doucement, c'est en train de basculer. J'étais sur un salon en Allemagne la semaine dernière et on voit nos équipementiers commencer
à nous proposer des solutions qui embarquent de l'IA, qui embarquent de la réalité augmentée, etc., de la cobotisation. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on nous présentait il y a 2 ans, où c'était finalement un peu de la techno fondamentale et pas de la techno appliquée. Néanmoins, zéro regret. Et je pense qu'il faut passer par là. Il faut, encore une fois, en avoir conscience pour pas que ça soit trop déceptif et que ça mette un arrêt définitif à votre démarche. Donc voilà, en quelques mots. Voilà. On peut tomber, mais il faut toujours se relever pour aller jusqu'au bout. Charles, sur vos 100% de réussite, il y a bien des choses qui ont raté ou sur lesquelles vous avez buté. Alors oui, bien sûr. Pour autant, notre activité, c'est quand même de dérisquer ce chemin vers la transformation digitale. Donc si on avait plus de 99%, enfin pas moins plus de 99% de succès, c'est qu'on ne serait pas bon. Bon, le fait est que aujourd'hui, le succès, il ne vient pas tout seul. Et je pense que ce que disait M. Maisonneuve à l'instant est vrai, à savoir que trop longtemps, on a pris le sujet de la transformation digitale comme je me balade dans un salon et je fais du picking de nouvelles techno et puis je les mets chez moi. En face de vous, vous avez des gens qui sont très bons et qui sont des bons commerciaux, donc ils vont vous dire que c'est la bonne solution pour votre bon problème. La vérité, c'est que votre problème, il est unique et que c'est un travail interne qu'il va falloir faire sur vous, votre compréhension, pour éviter d'avoir effectivement une techno qui va venir rigidifier des process qui ne sont pas bons. Donc notre vocation, c'est justement d'accompagner cette émergence de la caractérisation du besoin, des obstacles technologiques qu'il va y avoir derrière, pour arriver jusqu'à l'émergence d'un vrai cahier des charges qui représente la substantive moelle de ce qu'on veut demain, et ensuite demander à ce que les solutionneurs qui sont en face de nous s'adaptent à notre problème. C'est comme ça qu'on arrive à faire du succès. D'accord. Pour terminer, une dernière question, on va plutôt aller vers les bonnes pratiques. On a fait les écueils maintenant, plutôt les bonnes pratiques. Si vous aviez 2-3 bonnes pratiques, sans tout détailler, mais voilà, des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Une bonne pratique, c'est de partir de l'état de l'art, c'est-à-dire de justement pas faire ce picking sur un salon, c'est se dire bon, on prend de la hauteur, on va regarder ce qui existe, les normes qui peuvent exister. Nous, il y a une norme sur laquelle on s'est basé sur la partie applicative qui s'appelle l'ISA 95, qui n'est pas connue par tout le monde, mais qui définit clairement quels sont tous les périmètres fonctionnels des outils informatiques qu'on peut trouver dans une entreprise. Et on est parti de cette structure-là pour construire notre squelette. Cette norme, elle est très très bien faite. Et ça nous a permis de savoir quelles fonctionnalités on va chercher dans quel logiciel, chez quel fournisseur. Et du coup, on n'a pas été choisir des solutions fournisseurs, on a été chercher des fonctionnalités technologiques proposées par le marché. Voilà. Ça a été un point vraiment important. Deuxième point, ça a été d'embarquer les équipes. Et on a besoin de compétences hybrides, mais tout le monde n'est pas un mouton à 5 pattes. Donc il faut faire travailler des gens ensemble, qui viennent du métier, qui viennent de l'informatique, et vraiment les faire travailler ensemble et pas essayer de poser une verrue informatique sur un objet opérationnel. Ça ne marche pas. Ou alors on fait une macro VBA dans un fichier Excel, et puis on s'arrête là. Donc ça c'est vraiment... Et puis tenir le coup, voilà, du change. Sur le long terme, parce que c'est vrai qu'on est le nez dans le guidon opérationnellement, et donc c'est d'arriver à se projeter loin, même si on a des écueils court terme. Et je rejoins tout à fait le point sur cette nécessité de transformation interne de l'entreprise, parce que même une fois qu'on a fait le succès du proof of concept, qu'on a fait cette démonstration, derrière il faut que toute l'entreprise suive. Il faut que les services de maintenance suivent, il faut que l'informatique suive. C'est potentiellement des services qui n'existent pas, qui doivent se structurer pour faire en sorte qu'un système de production connecté marche. Parce que demain, potentiellement, cette connectivité-là, elle devient nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Parce qu'on fait des gains, parce que des ressources opérateurs deviennent des ressources techniciens. On ne détruit pas forcément de l'emploi, mais on le change. Et il faut que ce système continue de tourner, et ça, c'est une transformation importante de l'entreprise. D'accord. Marie, sur quelques bonnes pratiques. La bonne pratique numéro 1, ce serait, comme Charles l'a dit tout à l'heure, exprimer son besoin clairement. Et en fait, y revenir en permanence, tout en étant agile et en s'adaptant en fait, tout au long du chemin.
et vraiment revenir aux besoins. Peut-être du coup au bout de ça, au bout du chemin, on va trouver une solution étagère ou non, quoi. Et du coup qui sera adaptée à l'entreprise et aux fonctionnalités qu'on souhaite. Dominique. Alors les bonnes pratiques. D'abord, il faut que ça parte de la direction. Il faut que la direction soit impliquée, volontaire, qu'elle ait envie de le faire. Ça c'est le premier step. Deuxièmement, se fixer une vision, une trajectoire, une feuille de route. C'est important. Alors une feuille de route finalement sans échelle de temps. Ou si avec une échelle de temps, mais il faut être, on va dire, patient. Des objectifs réalistes, mais voilà, ouverts en tout cas. Il faut être patient et accepter que finalement ça se décale parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, etc. Et après, la deuxième qualité, c'est d'être tenace et d'être confiant dans la vision qu'on a établie pour l'enchaîner en fonction des ressources, des contraintes budgétaires que vous pouvez avoir, des contraintes de ressources que vous pouvez avoir. Bon, ça, c'est la méthodologie finalement assez classique qui s'applique au-delà de l'industrie 4.0, évidemment. Mais c'est finalement un projet comme un autre, ou un programme comme un autre, comme si vous aviez un projet d'infrastructure ou de nouvelles technologies. Finalement, ce n'est pas si loin que ça. Et puis ensuite, j'apporterai juste une nuance sur les standards. Alors, effectivement, nous, on est passé par les 3 phases. Première phase, push techno. On se dit, voilà, la technologie va disrupter le process. Bon, c'est erreur fondamentale. Deuxième approche, ok, on fait l'inverse. On dit, bon, ok, il faut que nos standards soient propres. Donc, on fait du Lean, du Kaizen, VSM, etc., etc. Et puis finalement, on décrit un besoin qui est très très spécifique. Et donc du coup, ça nous oblige à aller chercher du custom dans les solutions digitales. En fait, c'est un mixte entre les deux. Donc d'où l'expression chez nous, le Lean 4.0, où finalement j'établis mon standard, je recherche la solution en même temps et j'essaye de faire converger les deux, c'est-à-dire de tordre un peu mon standard pour que ça soit compatible avec un outil sur le marché. Parce que moins il y a de custo, moins il y aura de maintenance, moins ça va vous coûter cher. Et donc c'est un peu vous tirer des bords entre les deux. Et donc comme souvent, c'est un mixte, c'est des solutions hybrides qui sont en termes de méthodologie intéressantes. Et ça, c'est notre retour d'expérience principale. Merci. Charles, peut-être le mot de la fin, justement, sur ces bonnes pratiques, avant de passer. On a encore quelques minutes pour les questions-réponses. Bonnes pratiques. En tout cas, je pense que il ne faut pas oublier le facteur humain dans tout ça, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de techno depuis tout à l'heure, mais c'est une technologie qui est quand même en train de changer la façon dont on va faire son travail, dont on va communiquer entre collaborateurs, dont on va planifier son activité. Donc il y a un impact personnel qui est très fort, qui peut être très bénéfique dans un cas, mais qui peut être très traumatisant dans l'autre cas. Donc, même si la direction doit être effectivement partie prenante du sujet, il faut vraiment faire attention à comment est-ce qu'on implique l'opérateur, comment est-ce qu'on implique le responsable méthode dans cette nouvelle forme d'industrie, parce que on voit bien que la transformation digitale, c'est des technos, mais les répercussions sont dans l'organisation, moi, je sais que par exemple, il y a pas mal de PME qui sont en train de se dire si on met de l'industrie 4.0, on va attirer plus de talents. Alors c'est vrai, mais c'est vrai si on caractérise cette industrie 4.0 et qu'on la met vraiment au service des collaborateurs, si ce n'est pas juste un nouveau bouton connecté. Donc facteur clé de succès, impliquer aussi les utilisateurs et ceux qui vont avoir la vie changée grâce à ou à cause de la digitalisation de l'industrie. Merci à tous les 4. Avez-vous des questions? Je sais qu'on est... Aucune question. Vous avez été très clair. Merci. Écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais évidemment, nos 4 intervenants se tiennent encore quelques minutes selon leur disponibilité à votre disposition pour échanger s'il le faut. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour cette première table ronde et pas la dernière. Et puis merci à tous les 4.